Bonjour mon cher Patrick, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour mon cher Yann, je vous laisse vous installer confortablement. Yann Trichard, président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Bonjour Yann, bonjour Patrick. Vice-président du pôle EMC2, dirigeant évidemment d'Europe Technologie, du groupe Europe Technologie constitué. Bon, alors on va commencer avec vous Patrick, peut-être parce que on ne va pas faire les anciens combattants également comme ce matin. On ne voulait pas le faire avec Nicolas. Si, vous voulez? Si, bon. On a un diapo. Non, je déconne. Patrick Schepp, je lui disais, en fait, vous étiez pionnier à cette histoire, de cette histoire au démarrage, en 2004, avec la création du pôle qui a généré l'IRT. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette dynamique-là, suffisamment engagé dans cette dynamique-là, pour répondre aux enjeux, justement, d'une industrie éco-responsable? Ouais, alors, tu as raison, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'en 2004, on est quelques patrons à se dire il faut travailler ensemble, relier l'université et les écoles à nos entreprises et imaginer des process plutôt manufacturing, parce que dans MC2, on s'occupe plutôt ici de tout ce qui est procès de fabrication, et on se lance et ça part. MC2, globalement, ça a généré, enfin, je parle sous contrôle de notre président, Stéphane Klein, mais en gros, ça a généré 2 milliards de financement tout azimut depuis sa création pour notre territoire. Et après, il y a eu l'époque de mettre en place des centres techniques en France. Et à partir de là, on a essayé, tu te rappelles Nico, on était quelques-uns à se dire c'est quoi ce grand emprunt, on n'y comprend rien. On a essayé de comprendre. Et une fois qu'on a compris, on a réussi à proposer un dossier à Bercy pour réussir à obtenir les financements de l'IRT, l'Institut de recherche technologique Jules Verne. C'était en 2010. Alors, voilà. Et donc, tout ça, ça crée des liens. On s'aperçoit que face au challenge qu'on a à relever là, en ce moment, finalement, ce qui marche, c'est le lien de confiance entre les individus. Ce lien qu'on a créé il y a 15 ans, on se connaît tous très bien, on est capable encore de faire la même chose. Et aujourd'hui, on subit un phénomène nouveau, même si on a des points d'appui très forts sur tout ce qui est manufacturing dans cette région. D'autres régions ont des points d'appui sur du nucléaire, d'autres sur des process chimiques. Nous, c'est vraiment tout ce qui est fabrication. Et on a la chance, en plus, dans le territoire, d'avoir un certain nombre d'activités industrielles assez diversifiées pour être moins ballotté quand il y a des changements d'évolution économique comme on a subi pour l'aéro. Donc on est capable de faire. La question, c'est comment on s'y prend. Et donc là, en ce moment, on est en train de retravailler sur les plans actuels et d'identifier en fait quels sont les sujets. Je pense qu'on va se retrouver avec Anne sur ces sujets-là, avec la CCI. C'est sur quel sujet on est capable dans notre territoire d'être leader mondial. Parce que de toute façon, quoi qu'on dise, on est dans un marché mondial. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a bien avancé. On a une cartographie qui existe depuis assez longtemps, qui dit par marché naval, défense, etc. En vertical, il y a 20 ou 30 technos depuis longtemps. On sait que c'est des technos d'avenir. Si je dis robotique, si je dis contrôle intégré, si je dis numérisation, enfin, l'éco-responsabilité, on avait déjà écrit tout ça. Donc tout ça, ça existe. Et après, ça vous fait une matrice dans laquelle il faut réunir des compétences et des partenaires qui disent coûte que coûte, je vais aller au bout. Et la difficulté qu'il faut relever, c'est qu'on est assez fort pour monter des programmes de développement, faire les prototypes, les mettre en place, les mettre en œuvre. Et l'IRT permet de faire des prototypes grandeur industrielle et les qualifier. Là où on est moins fort, c'est qu'après, il y a une compétition mondiale et beaucoup d'entreprises se retrouvent à avoir investi dans le développement avec les partenaires et voient le marché derrière qui s'en va ailleurs. Alors, ça, on pourra c'est un revenir sujet effectivement qu'il sur faut... les préférences au niveau des appels d'offres. Sur les constituants, côté pôle EMC2, notamment IRT, on sait que c'est là que ça se joue. Côté CCI, comment est-ce que vous percevez les choses? Est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique? Est-ce qu'on est en ordre de marche aujourd'hui pour répondre à ces enjeux d'une industrie éco-responsable? Oui, alors je crois pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a aussi l'enseignement. Et on a aussi, donc il y a le nouveau directeur de l'IMT qui est là, Jules Verne. On a des écoles, des fleurons ici, centrales, etc. Donc on forme aussi des personnes qui sont capables de pouvoir accompagner et être les ingénieurs de demain. L'autre chose, c'est qu'on a une attractivité territoriale majeure. D'abord, on est une proximité immédiate de l'océan et qui donne une attractivité parce qu'on a envie d'y vivre. Parfois, c'est plus à Bordeaux, mais j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, mais à Nantes, on a la capacité à produire à la fois un environnement agréable et la capacité pour des couples de venir s'installer et trouver du boulot pour les deux. Et en fait, c'est fondamental parce qu'un territoire dans lequel on est capable d'avoir une promesse et de travailler ensemble et en même temps d'avoir une promesse de vie, c'est un territoire qui a des atouts majeurs pour la suite. Et donc oui, tout à fait, on a tout ce qu'il faut à cet endroit-là. Le deuxième point, c'est l'histoire, et donc ça fait rire un petit peu tout le monde en France, c'est le fameux jeu à la nantaise. On a quand même vu que ça avait refonctionné dernièrement, gagner la Coupe de France, c'était bien
foot. Ça dépend du coach. Ça dépend du coach. Mais oui, mais on a cette capacité à travailler ensemble. On le sait, ça a été, tu l'as évoqué par rapport à la constitution de MC2, mais c'est aussi cette capacité que l'on a sur un projet à mettre les politiques de la région, de la métropole, de la Carène, enfin les différents constituants, qu'ils soient de gauche ou de droite, en même temps que les industriels, en même temps que l'ensemble des partenaires nécessaires pour pouvoir faire aboutir des projets. Donc c'est possible. Et est-ce que tu crois, sincèrement, comme Patrick l'évoque, qu'on peut fabriquer aujourd'hui des champions qui vont jouer notamment à l'international et qui peuvent se positionner et jouer notamment sur des secteurs stratégiques de souveraineté? En ce moment, il en est un peu question. Alors, je vais te donner un exemple. On a vu Life pour la production, enfin vous en avez parlé, je sais tout à l'heure, sur la production d'hydrogène vert, mais on a aussi les chantiers d'Atlantique, qui est un leader dans la construction effectivement de paquebots. Et là, on a un enjeu, on en parlait ce matin dans une réunion, pour construire une plateforme de maintenance de l'éolien flottant. Ce sont des enjeux stratégiques dans le temps. Donc, on a des enjeux et on est capable de construire des leaders. Et puis, on a des gens d'Airbus qui sont ici. On a quand même un savoir-faire aéronautique. On a des endroits sur lesquels, effectivement, on est capable d'avoir des modèles d'essai. Ça me fait penser, Airbus, on est en train de travailler aujourd'hui avec Airbus, ils travaillent sur le stockage de l'hydrogène, ils travaillent sur la réutilisation du carbone. On parle ici de parler de décarbonation. Il faut qu'on décomplexe. Un ride, c'est la décomplexer. Il faut être décomplexé par rapport à notre capacité à faire des choses ensemble et à innover tous ensemble sur la base de leaders que nous avons aujourd'hui. Alors une industrie décomplexée, comme vient de l'évoquer Yann. Concrètement, on a parlé d'industrie 5.0 ce matin avec Nicolas. Bon, il y aura 6, 7, 8. Mais ça veut dire quoi l'industrie de demain? C'est quoi? Et l'industrie française de demain, c'est laquelle? À quoi elle ressemble? Après, par rapport à ce que dit Yann, finalement, pour avoir de l'ambition, il faut d'abord avoir des convictions. Moi, j'aime bien cette expression, il faut avoir des convictions. Les convictions, on les a. C'est finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde parle de réindustrialisation. Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur les termes. On ne va pas réindustrialiser mieux que ce qui est déjà extrêmement bien industrialisé dans le monde. Moi, je vends dans une 50aine de pays dans le monde. Je vois des usines extrêmement modernes, robotisées, etc. Donc, en fait, je pense, mes convictions. Après, c'est là l'échange qu'on doit faire avec les différents chefs d'entreprise et les laboratoires. Tu as raison, parce que c'est le lien qui est vital pour évoluer. Moi, je pense qu'on est tous en train d'acheter des composants qui procurent des fonctions. Et donc l'industrie de demain, et là, le monde entier est à peu près face à la même équation, de dire le produit que je fabrique, qui me demande une usine pour le fabriquer, doit avoir une couche d'intelligence numérique qui permette de fournir cette fonction. Et là, on peut jouer un coup d'avance ensemble. Donc je pense globalement, on a deux axes pour s'en sortir, parce que faut pas se voiler la face, hein. On est en face d'un truc un peu compliqué quand même. Entre les ressources humaines et puis les appros, on voit bien qu'on a un souci majeur pour toutes nos entreprises. Pour autant, moi, je crois qu'on a deux axes clés qui doivent nous permettre quand même de gagner la partie. Le premier, c'est ce que je disais, des produits avec des fonctions numérisées, très évoluées, très avant-gardistes. Donc, ce que fait dans le pôle MC2, mais ce que Yann aussi fait par ailleurs, c'est relier le numérique à nos industries. L'industrie devient aussi une activité de service. Et le deuxième, et là c'est les discussions qu'on a avec nos élus, c'est dans notre région, sur quoi on peut être leader. Il faut faire des choix politiques. Dire à un moment donné, tu as parlé d'hydrogène, par exemple, effectivement, si je prends ce cas-là, on a à la fois une société comme Life capable de produire l'hydrogène, mais on a aussi des intégrateurs, on a aussi la capacité d'installer des équipements pour distribuer l'hydrogène. C'est un exemple. On a la même chose dans le sanitaire. Vous vous rappelez au moment de la fabrication des machines pour faire les masques, nous on a fabriqué des machines, des cargaisons qu'on a livrées en Chine un peu partout. On aurait pu très bien livrer ces machines en France pour faire des masques. Après, il reste le problème du prix. Donc on voit bien, il y a deux axes, des nouveaux produits numérisés et des filières renforcées. 30 secondes, peut-être tu peux livrer un exemple de cette couche numérique qu'on est prêt à acheter, qui va faire la différence, qui sera la valeur ajoutée de l'industrie française demain? Je vais prendre un exemple avec Living Packet, parce qu'on a un stand ici. Tu connais bien. Voilà, c'est un exemple que je connais bien. Donc c'est une start-up qui a lancé un éco-emballage. Jusqu'à là, il y a d'autres sociétés qui font ça, mais qui a surtout rajouté une couche d'intelligence qui permet à la boîte dans laquelle on met un élément qui va aller chez vous ou dans un point relais, qui permet de savoir à tout moment où est cette boîte et ce qui s'y passe. Est-ce qu'elle a été ouverte, pas ouverte? Le douanier a accès. Ce que l'on vend là, ce n'est pas tellement la boîte. Ce qu'on vend, c'est la fonction. On est tous en train de rêver d'une boîte qui arrive à la maison et qu'on se dise « je l'ouvre que si je suis sûr, c'est bien ce que je voulais ». Là, aujourd'hui, on n'arrête pas de transbahuter des cartons, etc.
Donc cette boîte-là, évidemment, elle a des ressources énormes parce que le créateur est quelqu'un qui a fait fortune dans le monde et qui a pu mettre des moyens énormes pour breveter. Parce qu'il y a aussi tout l'aspect amont qui est aussi de pouvoir protéger nos innovations. Donc il a breveté, il y a à peu près 42 brevets dans le monde. Je pense que Denis Mourin, le dirigeant de la société, doit être là. Ces 42 brevets nous permettent non pas d'imposer cette techno dans le monde, parce qu'en Chine, ils ne nous attendent pas, mais de préconiser. Et en fait, nos stratégies, c'est on préconise ces boîtes qu'on va fabriquer à partir de lignes de production que moi, Europe Technologies, je vais tenter de faire. Alors, je ne vais pas faire toutes les lignes de production dans le monde, donc je vais commencer à créer des liens avec d'autres sociétés pour pouvoir transmettre un cahier des charges pour fabriquer ces boîtes. Et une fois qu'on sait faire ces boîtes éco-responsables, toute l'intelligence, c'est tout le numérique, c'est toute la blockchain. Vous pourrez payer directement, d'ailleurs, sur cette boîte avec votre carte bleue. Et on voit que 80% de l'intelligence du produit, c'est le numérique qu'on met dessus. Mais il faut un socle. L'enjeu, c'est qu'il ne faut pas perdre le socle de la capacité de produire. Sinon, on n'a plus rien. Yann, tu souscris à ce genre de propos, c'est-à-dire que la couche, la valeur ajoutée, ce sera celle-là. On va s'offrir ça à la française. On est prêt à payer pour avoir une industrie de haute technologie. C'est ici que ça peut se faire. Je crois surtout qu'on est en train de parler de décarbonation et d'environnement. En fait, le comportement, la modification, le GIEC dit que la modification du comportement des personnes, ça va influer sur 10%. La réalité, c'est que ce sont les industriels qui vont créer ce qui va permettre la décarbonation. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, dans tous les moyens de production, dans ce que l'on fait, dans comment on le fait, dans comment j'approvisionne, dans comment je gère ma logistique, est-ce que je l'automatise, alors, effectivement, je vais mettre en place une chaîne de production qui va permettre de décarboner. Et à partir de là, on peut renverser les choses. Donc, c'est de l'industrie que va partir la capacité que l'on va avoir à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% à l'échéance 2030. Et c'est hyper important parce qu'ensuite, c'est des questions vitales. Et si on pense à notre sécurité individuelle, dans le temps, si on ne veut pas avoir des centaines de milliers, voire de millions de personnes qui quittent l'Afrique pour venir en Europe, eh bien, on a besoin de décarboner très vite. Et c'est vous, c'est les industriels, c'est notre intelligence collective au travers de toute la mécanisation que l'on peut faire, mécanisation technique, mécanisation de process, mécanisation de relations entre nous, relations avec l'enseignement, avec la recherche, que l'on peut réussir à faire émerger des solutions concrètes, très pratiques, pour pouvoir décarboner et réduire nos émissions. Bon, ça a été évoqué, Yann, dans cette journée, la relation et la gestion de cette relation entre le temps court, les effets conjoncturels, la recherche, les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de RH que Patrick vient d'évoquer, et ce temps long que tu viens de mentionner. Est-ce que les chefs d'entreprise aujourd'hui ne sont pas focus sur ces problématiques du quotidien? Comment est-ce qu'on arrive à les projeter sur ces sujets-là? Est-ce qu'ils ont la prise de conscience nécessaire et les moyens d'investir dans ce temps long? Oui, alors tu sais, c'est comme quand tu montes un escalier. Si tu regardes la première marche, tu te la prends. Ou tu te prends la seconde. Donc on est obligé de regarder le temps long, tout en essayant de se dire effectivement comment je construis mon temps court sur le temps long. Donc oui, il faut conjuguer les deux. Ça passe par des investissements. On a été un département ici très engagé sur France Relance. Il y a des choses qui sont intéressantes à faire. Il y a des innovations partout ici sur des prises électriques. Je voyais tout à l'heure avec Thierry Jaillet, etc. Il y a des choses intelligentes qui se passent et donc il faut qu'on continue à faire ça et qu'on couple évidemment ce temps long qui doit être le plus court possible parce qu'on a des échéances qui sont importantes. Et ça part de l'industrie, je le répète, c'est vraiment l'industrie qui va permettre la décarbonation. Voilà, la Chambre et le pôle réunis sur cette scène pour ces engagements et ces sujets évidemment impérieux. On peut applaudir tous les deux, Patrick Schepp et Yann Trichard. Merci beaucoup, messieurs, merci d'avoir fait le déplacement et d'être présents sur cette édition de Ride.